Oui, nous le savons tous, l'union fait la force. Et donc, la désunion fait la faiblesse. À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, le bloc souverainiste repose sur deux piliers, le pilier Éric et le pilier Marine. Autour de ces piliers gravitent des hommes politiques fort respectables, qu'il s'agisse par exemple d'Asselineau ou de Dupont-Aignan, lui-même soutenu par le très courageux Florian Philippot. Petit problème, ces deux piliers se regardent en chiens de faïence et cela peut tout simplement amener à la défaite électorale. Or, la seule question que doivent se poser les candidats est la suivante, quel est le meilleur moyen de gagner l'élection présidentielle ? Se réjouir de meetings réussis, faire un tabac dans des marchés provinciaux, réussir de bonnes émissions de télévision, etc., etc., etc. Tout cela est évidemment réjouissant, mais tout cela ne garantit pas un succès électoral le jour de l'élection. Faisons l'effort surhumain de croire un instant ce que nous disent les sondages concernant le premier tour des présidentielles. Évoquer ces sondages truqués, c'est vraiment héroïque et décidément, c'est vraiment héroïque d'être chroniqueur sur TV Liberté. C'est plus héroïque que d'être chanteur comme Balavoine qui criait dans son micro « Je ne suis pas un héros ». Bon, qu'est-ce qu'ils nous racontent ces sondages pourris ? Le Macronor Covideur Vaccinator récolterait entre 25 et 30% des voix. Admettons. Marine tournerait autour de 20%. Admettons. Zemmour tournerait autour de 10-12%. Admettons. Qu'ils soient pipotés ou non, ces chiffres offrent tout de même un intérêt. Ils indiquent que pour la suite de l'élection, une union Marine-Zemmour est absolument nécessaire. Or, les deux candidats se traitent régulièrement de noms d'oiseaux, ce qui n'est pas de très bon augure pour la suite, la désunion pouvant conduire à la catastrophe. Devant ce danger flagrant, le très remarquable Bruno Gollnisch, proche du Front National, et le non moins remarquable Paul-Marie Coutot, proche de Reconquête, ont signé une lettre commune à l'adresse de Marine et d'Éric pour mettre en avant les nombreux points communs entre les programmes des deux candidats. Pour les auteurs de cette lettre, ces convergences permettent objectivement de mettre en œuvre une alliance prometteuse pouvant aboutir au succès électoral. Petit rappel de mes chroniques précédentes, les notes obtenues par les programmes Zemmour et Le Pen sont respectivement de 17 et de 13 sur 20. Une telle notation montre à l'évidence que ces programmes possèdent de nombreux points communs sur lesquels il suffit de capitaliser. Ainsi, cette initiative de Bruno Gollnisch et de Paul-Marie Coutot, à quelques jours du premier tour, mérite d'être soulignée, car de l'alliance qu'ils proposent peut dépendre le sort de notre cher vieux pays. Je vous souhaite une très bonne soirée. Oui, le seul combat perdu est celui que l'on n'a pas démarré. La preuve par Échauffour. Échauffour, délicieux petit village de Normandie, calme, paisible, charmant. Un vrai 9-3 à l'envers. Le bonheur d'habiter à Échauffour. Enfin, ça c'était avant. Avant que la société d'exploitation d'éoliennes dénommée Voltalia décide d'implanter à proximité du village ces horribles mâts inutiles et nuisibles, ces épouvantables éoliennes aussi anti-écologiques qu'anti-économiques. Pour la petite histoire, Voltalia appartient à la famille Mulliez, propriétaire d'Auchan, de Decathlon, de Leroy Merlin, de Norauto, de Flunch et de bien d'autres grandes enseignes. En clair, la famille Mulliez n'a pas de gros problèmes financiers de fin de mois. Mais tout cela ne lui suffisait pas. Il fallait pénétrer le marché juteux des éoliennes, permettant de réaliser de très juteux profits, notamment grâce aux juteuses subventions publiques distribuées aux producteurs d'électricité d'origine éolienne. En clair, mais plutôt en sombre, la famille Mulliez s'enrichit à chaque achat que réalise un acheteur dans l'une de ces sociétés.
et s'enrichit aussi par une production d'électricité inutile que lui paye l'État, c'est-à-dire chacun d'entre nous. En très sombre, la famille Mulliez tire ses profits du public comme du privé. C'est ce qu'on appelle manger à tous les râteliers. Ce que n'avait pas compris la famille Mulliez, c'est qu'il était dangereux de s'attaquer au village d'Échauffour. Ne l'oublions pas, les Normands sont les descendants des célèbres et terribles Vikings qui ont conquis en quelques semaines la Grande-Bretagne en 1066 après Jésus-Christ en remportant sur le sol anglais la célèbre bataille d'Hastings. La famille Mulliez aurait donc dû y réfléchir à 2 fois avant d'installer ces épouvantables mâts éoliens à Échauffour. En effet, à force de ténacité et de recours, les irréductibles Normands d'Échauffour ont réussi à faire arrêter les éoliennes la nuit en raison du vacarme que celles-ci produisaient. Oui, mais une éolienne se repose déjà beaucoup pendant la journée faute de vent. Alors si en plus de ça, elle doit dormir toute la nuit, ça devient grave. Et donc la société Voltalia a contre-attaqué en justice en lançant une action en diffamation contre l'association qui a géré l'affaire d'Échauffour. Rien que ça. Véritablement, cette affaire révèle à quel point les grands groupes internationaux méprisent totalement le petit peuple des villages, sommés de vivre, comme l'ont décidé les élites mondialisées, dans le bruit et la folie éolienne s'il le faut. Pour Échauffour, il s'agit de supporter par les oreilles le bruit et par les yeux la ferraille des éoliennes, point final. Cette seule petite anecdote, tellement symbolique, rend très peu séduisant un vote pour les Pécresse, Macron et autres écolobobos qui veulent couvrir la France d'éoliennes pour leur plus grand bénéfice peut-être, au mépris des populations, de l'écologie, de l'environnement, de l'économie, de la beauté des paysages et j'en passe vaccinal. Quoi qu'il en soit, chapeau bas aux habitants d'Échauffour, des vrais David contre le Goliath Voltalia. Je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis téléspectateurs de la si belle communauté TV Liberté, je voudrais vous raconter ce soir une petite anecdote personnelle. Dimanche dernier, je me fais aborder dans la rue par 2 femmes d'une 50aine d'années. Je pense instantanément, elles poussent un peu les dadames, ça ne se fait pas quand même d'aborder les messieurs inconnus. En fait, elles tractaient pour le Macronor Terminator premier du nom et, espérons-le, dernier du nom. Elles me tendent un tract que je refuse. Je prends mon air outragé et leur dis que je ne mange pas de ce pain-là, moi. Très gentiment, les 2 dames enclenchent la conversation et j'expose en 2 minutes 33 secondes les raisons de mon refus de manger de ce pain-là en me tenant simplement à quelques chiffres économiques incontestables. Bilan catastrophique du gamin pour la dette publique, pour le commerce extérieur, pour le déficit budgétaire, pour le pouvoir d'achat. Les 2 dames m'écoutent religieusement et concluent avec un grand sourire mon brillant exposé en disant « Vous avez peut-être raison, mais nous trouvons que ce bilan économique est plutôt bon. » J'ai eu une syncope. Je me suis écroulé sur le trottoir et j'ai été ranimé par un vigoureux bouche à bouche d'une des 2 dames. Cette petite anecdote traduit l'extraordinaire lessivage des cerveaux mené par le système politico-médiatique. Nous en parlons souvent sur TV Liberté, mais il faut le rappeler à temps et à contre-temps. Par exemple, qui, mis à part le monde de la résistance, sait qu'il y a d'énormes scandales financiers touchant nos dirigeants actuels? L'invraisemblable faiblesse officielle du patrimoine de Macronor. L'évaporation des fonds qu'il a probablement touchés concernant le scandale Alstom. La proximité inouïe entre Macronor et Pfizer. Ou entre Macronor et McKinsey. Peut-être y a-t-il là un véritable scandale sur chacun de ces points. Mais lorsque l'on en parle, ou bien les gens ne sont pas au courant,
Ou bien ils entrevoient le problème mais disent que cela a toujours existé. Ou bien ils connaissent le problème mais disent que leurs problèmes personnels sont plus importants que les problèmes de corruption au niveau de nos gouvernants. Tout cela démontre que le système politico-médiatique cache la réalité peu reluisante de notre vie politique avec un brio incontestable, d'ailleurs. Que Libération ou Le Monde jouent ce petit jeu, rien que de très normal. Mais que Le Figaro, par exemple, ne dise à peu près rien des scandales en cours et se contente d'évoquer la semaine dernière l'affaire McKinsey en titrant simplement sur la polémique McKinsey. C'est tout simplement honteux, car, messieurs du Figaro, il n'y a pas de polémique sur McKinsey. Il y a évidemment là tous les ingrédients d'un formidable scandale d'État qui éclabousse nos dirigeants politiques. Je ne parlerai pas des chaînes de télévision ou des radios du système à la botte du pouvoir qui pataugent gaillardement dans le mensonge. Plus que jamais, le rôle de TV Liberté, qui parle librement et en vérité, est indispensable dans le paysage médiatique actuel. Plus tard, lorsque les historiens se pencheront sur la dictature politico-médiatique que nous subissons, ils feront état de la résistance de certains. N'en doutons pas, TV Liberté et sa belle communauté de téléspectateurs seront alors à l'honneur. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au moment où s'approche l'heure fatidique du premier tour des présidentielles, la droite dite modérée fait à nouveau entendre sa petite musique, comme elle le fait depuis des dizaines d'années, pour expliquer la façon dont il faut voter. Les mots employés sont toujours les mêmes. Il faut être prudent. Dans la vie, il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a toujours du bien dans ce que font les hommes politiques. Le bilan de leur action doit mettre en avant les bonnes choses. Il ne faut pas se focaliser sur le mal qui a été fait, qui n'est peut-être pas aussi important que cela, etc., etc., etc. De tels discours, déconnectés à ce point de la réalité, sont objectivement désespérants. Ils sont tenus par les partis politiques dits centristes, mais qui sont en fait macronistes, par des intellectuels hors sol, par des journaux dits de droite comme Le Figaro qui sont en fait des journaux dont le logiciel est macroniste, par des catholiques mollassons, évêques, prêtres ou fidèles s'appuyant sur un pape dont les idées politiques sont pour le moins contestables, par des francs-maçons au langage mielleux mais à l'action déconstructiviste résolue, et j'en passe. Pour résumer tout cela en une formule simple, ces discours lénifiants émanent de personnes ou d'institutions qui laissent tranquillement s'effondrer notre cher vieux pays depuis un demi-siècle. Car enfin, quand tout s'écroule autour de nous, les formules à employer sont d'une simplicité biblique. Dénonciation quotidienne de la déconstruction, action quotidienne pour tenter de la stopper, résistance quotidienne à tout craint, prise de risque personnel chaque jour que Dieu fait, volontarisme, engagement total, absence de petits calculs, paroles décomplexées. Bah oui, zut quoi! À la fin de la semaine aura donc lieu un vote décisif. Que l'on ne nous dise pas que ce moment politique n'est pas fondamental, car ce moment politique est évidemment fondamental. Avant les élections de 2017, j'avais écrit un livre intitulé « Le manifeste de la dernière chance ». Carrément. Pas Saul le Lochner. Eh bien, le monde de la résistance considère aujourd'hui que l'élection de 2022 est probablement l'élection de la dernière chance si l'on veut véritablement que la France se redresse. Si l'on suit les mollassons que je citais tout à l'heure, Macron sera réélu et la France historique disparaîtra au profit d'une région monde s'intégrant définitivement dans le mondialisme destructeur des personnes, des familles et des nations. Si l'on suit le monde de la résistance, Macron sera battu et les mesures de redressement de notre pays, que nous attendons depuis des dizaines d'années, seront enfin prises. Nul doute que les élections présidentielles d'avril 2022 resteront dans l'histoire. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Vous souvenez-vous de la célèbre chanson de Jean Ferrat « Ah, que ma montagne est belle !» Notre coco de service qui a justifié tous les goulags et les crimes communistes avait quelquefois des formules poétiques. C'est vrai que la montagne est belle. Je m'autorise à faire du plagiat en chantant aujourd'hui « Ah, que ma justice est belle !» Et ce plagiat est d'autant plus logique que notre justice est complètement contaminée par le marxisme révolutionnaire. Vous allez me dire, pourquoi parler de la justice en pleine période d'élection présidentielle autrement plus importante que quelques mots sur la justice de notre pays? Je répondrai oui, mais non. Car le jugement que vient de rendre la justice sur mon ami personnel, mon ami de cœur, mon ami éternel, Nick Conrad, révèle à lui tout seul l'état brillantissime de notre pays et permet donc de donner un éclairage intéressant pendant cette période électorale. Petit retour en arrière. Le Nick Conrad, mon ami préféré, est un rappeur magnifique qui veut simplement mettre le feu à la France, assassiner les blanches et assouvir ses pulsions sexuelles toujours, partout et tous azimuts. Vaste programme! Le programme est splendide en effet, mais Riposte Laïque a trouvé que le Nick poussait le bouchon un peu loin dans ses chansons poétiques et a donc attaqué en justice le rappeur magnifique. En première instance, patatras, boum, 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 boum. Si je répète ainsi, boum, 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 c'est que cela vous donne la musique merveilleuse de toutes ces chansons. Jamais Jean-Sébastien Bach n'aurait pu imaginer une musique aussi belle. Vous avez donc et les paroles et la musique, mais heureusement pour vous, vous n'avez pas l'odeur. Donc, en première instance, Riposte Laïque a perdu son procès pour une sombre histoire de règles juridiques non respectées. Il en fallait plus pour décourager Riposte Laïque, qui a donc fait appel. Et là, stupeur et tremblement, horreur et damnation, fureur et hurlement, Riposte Laïque a perdu de nouveau son procès. Mais il en fallait plus pour décourager Riposte Laïque, qui va donc aller en cassation. En pleine période électorale, ce jugement est d'une signification exceptionnelle. L'on peut vouloir brûler la France, violer les blanches, assassiner à tour de bras les franchouillards débiles et agiter frénétiquement son engin magique. Tout cela peut se faire et doit se faire dans la bonne humeur Nick Conradique. Et j'avoue que ce jugement me libère complètement, car je suis moi-même animé depuis des années de pulsions strangulatoires envers la gente féminine blanche. C'est comme ça, je n'y peux rien. Et je pense également commencer à mettre le feu dans plusieurs grandes villes de France. Si Nick Conrad, mon rappeur magnifique, mon ami de cœur préféré, peut me donner un coup de main, ça ne sera pas de refus, et que périsse une bonne fois pour toute la race blanche. Et merci bien sûr à la merveilleuse justice de notre pays. Tout cela peut peut-être éclairer légèrement sur les bords notre vote de dimanche prochain. Je vous souhaite une excellente soirée.